Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde. J'espère que vous allez bien, chers amis. Désolé pour le petit retard. Nous travaillons dur pour vous réserver de très très belles émissions, comme on vous l'a dit hier, parce qu'aujourd'hui est un jour très important. C'est le jour des élections américaines, élections qui auront lieu dans la nuit en heure française, qui commenceront en début de soirée. Et nous aurons normalement les premiers résultats qui nous donneront une tendance sur la personne qui deviendra le nouveau président des États-Unis demain matin. Donc, n'hésitez pas, pensez à mettre le pouce, à partager la vidéo. Et aujourd'hui, pour cette matinale, une journée plutôt spéciale, concentrée, comme je l'ai dit, sur les élections américaines, nous avons le plaisir de recevoir Régis Le Sommier, qui viendra un petit peu plus tôt, à partir de 7h45, pour pouvoir faire le point à la fois sur les élections américaines, bien évidemment, et aussi, comme vous connaissez bien Régis Le Sommier, directeur de la rédaction du magazine Omerta, du média même Omerta, eh bien on pourra faire un tour d'horizon sur la situation géopolitique globale, évidemment, la géopolitique globale qui va être fortement impactée à la fois par les élections, mais surtout la nouvelle personne qui prendra les rênes des États-Unis, même s'il faut ne pas oublier l'administration qui apparaîtra derrière. Pour animer cette courte revue de presse que l'on va faire avant de recevoir rapidement notre invité pour le grand angle, eh bien, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'être avec Nicolas Stocker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Voilà une journée de veillée d'armes avant la grande matinale demain à partir de 6h30 jusqu'à plus d'heures. Et nous continuerons les jours suivants. Aurons-nous les résultats réellement mercredi matin? Ça reste à déterminer. Ça va dépendre d'un éventuel raz-de-marée d'un camp ou de l'autre qui permettrait d'avoir les résultats vite, dont les résultats en Pennsylvanie qui seront un indicateur des tendances, mais ça ne suffira pas en soi. Et puis donc jeudi et vendredi, en plus des programmations d'invités, nous ajouterons et jeudi et vendredi un grand invité supplémentaire pour continuer à parler des élections américaines. Jeudi, ce sera François Asselineau, je le dis tout de suite, et vendredi, François Martin. Ce sera le temps des François, ce qui est normal puisque nous sommes des Français. Exactement. Donc, Nicolas, ne perdons pas de temps, attaquons tout de suite la revue de presse, du moins nationale, car même s'il y a les élections américaines et donc une forte actualité internationale, eh bien, nous avons beaucoup de choses à dire. Enfin, Nicolas a beaucoup de choses à nous dire sur nos hommes politiques et la situation politique en France. Sur un thème principal, Raphaël, je le vois souvent dans le chat en disant vous polarisez trop sur les élections américaines. Et en fait, après, vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire la situation en France. Au lieu d'attendre des Américains le salut, ou d'autres, tu pourrais dire, de Vladimir Poutine, de la Russie, quoique là, par contre, les gens sont beaucoup plus d'accord sur le fait qu'ils attendent beaucoup du tsar. Il faut dire que les tsars ont, à plusieurs reprises, après nous avoir défaits dans des coalitions européennes, c'est eux, en effet, qui nous ont à chaque fois sauvé la mise. Alors, est-ce que cet ours russe, finalement, sera un sauveur? Bon, en tout cas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aide-toi ou le ciel t'aidera. Les dictons, vous les connaissez tous. Alors, je vais me pencher un peu sur la situation française et ce qui nous attend. Et pas sous l'angle habituel, c'est la dette, c'est la faillite. Vous allez perdre, si vous en avez, jusqu'à votre dernier euro d'épargne. Il n'y aura plus rien dans le frigo, etc., etc. On va voir un petit peu les stratégies qui sont à l'œuvre chez nos dirigeants. Comment ils profitent, effet d'aubaine, ces pervers. On en parlait hier avec Paul-Antoine Martin, comment ils inversent, ils font cette inversion accusatoire. La dette, c'est de notre faute, tout le monde le sait. C'est nous qui avons demandé à être enfermés. C'est nous qui avons demandé en 2020 à ne pas travailler. C'est nous qui avons demandé à l'époque d'être terrorisés par la grippette, bien évidemment. Donc, il va falloir fainéants que nous sommes, bons à rien que nous sommes, il suffisait d'aller chercher le job de l'autre côté de la rue. Il va falloir faire des efforts maintenant. Le quoi qu'il en coûte, c'était pour nous, c'était pour notre bien.
Puis maintenant, ça va être le, ça va être le revers de la médaille. Donc, ils avancent leur pion. Il faut pas se croire. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être eu tort dans ces matinales, en tout cas sur la revue de presse, de ne pas insister sur ce qu'ils préparent. Et la casse, c'est complète, l'achèvement de notre système de protection sociale. Et là, on voit alors que encore pendant 1 an ou 2, ils vont aller à la limite de la possibilité d'augmenter les impôts. Je pense qu'ils n'ont pas, par hasard aussi, laissé le nouveau Front populaire s'égayer et prendre des mesures avec le Rassemblement national, toutes plus démagogiques les unes que les autres, parce que ça leur permettra en creux de nous faire croire encore qu'ils sont crédibles, ces Mozart de la finance et du social. Donc, je rappelle qu'ils ont creusé de 1000 milliards le déficit en l'espace de 7 ans. Donc ils avancent, que ce soit la fausse droite DR ou que ce soit Renaissance, petit à petit des projets qui nous attendent, qui vont être la destruction finale d'un système social qui ne remonte pas uniquement, comme on nous le dit, on nous le rabâche, même si en tant que gaulliste, je n'y vois rien de mal en particulier, le fameux CNR, Conseil national de la résistance, qui aurait accouché d'un système social parfait avec les communistes. On en est loin. De toute façon, le problème n'est pas là. C'est à la fin du 19e siècle, déjà au début du 20e siècle, qu'il y a les premières mesures par rapport aux travailleurs. Il faut pas oublier les conditions de travail de la fin du 19e siècle. Il faut resituer Marx dans son contexte et voir l'extrême misère, l'exploitation de l'homme par l'homme, ce que ce pouvait être à cette époque. On avait déraciné, déjà on déracinait à l'époque, déracinait de la campagne, on les envoyait à la ville pour en faire des esclaves, juste des bras pour travailler, donc on en faisait des esclaves modernes. Et non pas des esclaves de nos colonies, non pas l'esclavage de l'Afrique, mais parce que le système capitaliste ne fait aucune différence entre l'exploitation, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, quel qu'il soit, et d'ailleurs, plus il a de valeur ajoutée, plus il est intéressant de l'exploiter, évidemment, plus il a de savoir-faire, plus c'est intéressant de l'exploiter. Donc, ça date de ces époques-là, les premières lois, dont souvent, encore une fois, on dénigre, c'est la République, c'est le CNR, c'est les communistes. L'Église, excusez-moi de vous le dire encore une fois, l'Église, le catholicisme social, ces premières, eh bien ça date d'avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu tous ces aménagements. Il y a eu le Front populaire, mais il n'y a pas eu que le Front populaire. Voilà, c'est un ensemble d'aménagements qui ont fait petit à petit une civilisation. Une civilisation qui souffrait d'un capitalisme, d'une société de consommation qui était travaillée, taraudée évidemment, par ailleurs par des forces contraires qui menaient plutôt à l'ensauvagement et à la barbarie. Mais il y avait ces forces aussi néganthropiques qui évitaient la destruction et l'entropie générale de nos sociétés jusqu'à ce qu'elles tombent aujourd'hui dans une entropie accélérée, malheureusement. Et par la destruction finalement de règles et de liens, les liens sociaux. D'abord on détruit les liens sociaux et puis après on détruit ce qui était la solidarité nationale. Donc sur au moins 3 sujets, j'ai relevé des attaques systématiques. D'abord évidemment, alors là quand on voit sa gueule, celui-là on n'est pas surpris, c'est vraiment excusez-moi, mais le faux cul de service. Armand, vous savez, le ministre de l'économie et des finances, qui commence à nous expliquer qu'il faut travailler plus collectivement. Tiens, est-ce que c'est du Sarkozy ? Travailler plus pour gagner plus ? Mais non, que nenni. Ça déjà, c'est à titre individuel. C'était, on va dire, une certaine droite à une certaine époque que j'apprécie pas spécialement, mais qui était en tout cas capable de développer, d'articuler un discours qui était cohérent par rapport à la société qui était la nôtre. Non. C'est pas individuellement qu'il faut travailler plus, c'est collectivement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça ? Tiens. Ça veut dire déjà une chose, c'est-à-dire que vous allez travailler plus, mais vous n'allez pas gagner plus. Ça, c'est sympa, c'est la nouvelle. C'est hypocrite derrière le fait de travailler plus collectivement. En fait, il y a juste, vous allez travailler plus, mais vous gagnerez pas plus, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pire que Sarkozy, et bien pire même. Ça s'est assis cette réflexion sur le fameux jour, le jour chômé qui ne serait plus chômé, le nouveau jour où on ne travaillait pas. Est-ce que ça serait l'ascension et autres ? Étant donné qu'il y a un barrage fort de ce qui reste des institutions en France, dont l'Église, je suppose, mais les partenaires sociaux en général, ils ont renoncé
Donc, il va falloir qu'ils trouvent une autre solution. C'est vrai que le temps est globalisé, hein, à 1607 heures, 1614 heures. Eh bien, ils nous sortent des chiffres comme quoi nous travaillons moins collectivement que nos partenaires européens. Ils le découvrent. Armand, toute cette bande-là, c'est des anciens socialos. C'est des gens qui étaient avec, à l'époque, avec la cohabitation, avec la connerie de Chirac de dissoudre en 1997. On a eu le frisé, là, vous savez, Jospin pendant 5 ans. C'est lui qui a foutu en l'air toute la compétitivité française. Mais ils s'en foutaient puisqu'ils avaient l'euro. Donc ils savaient qu'ils paieraient les conséquences de leur gabegie, mais avec un effet retard considérable. Il est encore cette espèce de vieux crabe de Jospin sur son île de Ré, au gré de la marée, avec ses yeux tout exorbités. Et il n'a toujours pas payé les conséquences de ce qui fut la gabegie de l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est mis à travailler 39 heures à 35 heures, tandis que les Allemands, eux, faisaient l'inverse et allaient travailler plus de 45 heures. Donc, évidemment, ça crée un écart de compétitivité. Et lorsque vous n'avez plus la monnaie comme fluctuation, bon, c'est-à-dire les francs et le Deutschmark, qui fait que quand vous travaillez mal, vous vous appauvrissez, donc votre monnaie vaut moins par rapport au Deutschmark, donc en pouvoir d'achat constant, vous perdez petit à petit le pouvoir d'achat, au moins vous le ressentez. C'est pas indolore, c'est-à-dire que vous payez tout de suite les conséquences de ce que vous faites, tandis que si on vous colle des antalgiques, si on vous fait retarder finalement le moment où il va falloir payer, où ça va faire mal, le jour où ça va faire mal, croyez-moi, ça va faire vraiment mal. Hein. Et donc, il va falloir, il va falloir travailler beaucoup plus et ne pas gagner plus. Donc, quelle va être la façon dont ils vont s'y prendre ? Eh ben, ils cherchent, mais ils vont trouver des moyens. Ils augmenteront probablement sur le global. Alors, est-ce qu'ils trouveront une journée de solidarité ? Ils trouveront une formule. De toute façon, au gré, ça a été facile avec Raffarin, si j'ose dire, puisque la mort de nombreux pensionnaires des EHPAD à l'époque avait dit on va faire financer les climatisations. Il n'y avait pas de climatisation les étés quand il faisait chaud dans les EHPAD. Donc, il avait prétendu que nous travaillerions une journée de solidarité, journée de la Pentecôte, à ces conditions-là, pour justement pouvoir aider nos anciens. Alors, ils ont essayé de refaire la même chose, mais alors on leur a dit, mais pourquoi ? Maintenant, quand même, on peut régler facilement le problème des anciens. Un petit coup de Rivotril. Excusez-moi pour l'humour noir. Donc ils vont, voilà, mais en tout cas le cadre global est bien annoncé. Alors où est-ce qu'ils vont chercher aussi à casser déjà c'est une hérésie. Faire travailler plus quelqu'un alors qu'il sans lui faire gagner plus d'argent, c'est une honte. C'est la honte absolue. C'est déjà une forme d'esclavage, puisque vous travaillez pour rien. C'est ça en fait la philosophie, c'est ce vers quoi ils cherchent à engrammer les esprits. Alors, remise en cause du remboursement des arrêts maladie. Ça, on va dire, ils tournent autour. Dans un premier temps, ils ont attaqué les fonctionnaires parce que c'est pratique, mais ils vont pas s'attaquer qu'aux fonctionnaires. Ils vont s'attaquer à tout le monde. C'est-à-dire que, et ça, c'est une remise en cause la plus hideuse qui soit, parce que remettre en cause le fait qu'on est malade et que dans ce cas-là, on n'est pas payé, mais là, on retombe exactement à l'enfer social décrit au début, qui est à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que, à la limite, il y a même plus. Alors c'est évident, c'est gênant pour la prise à la source de notre revenu, mais ça serait extraordinaire, ça vous avouerez. Finalement, c'est quoi ? Revenir à ça. C'est dire, tu viens travailler, tu viens pointer, tu finis le soir, je te donne ta paye. Si t'es pas là, t'es pas payé. C'est exactement ce vers quoi on tend à partir du moment où on commence à remettre en question un élément qui est même pas un droit fondamental, qui est à mon avis la clé de voûte. Faut-il ne pas... Alors évidemment, tout le monde n'a pas fait... tout le monde n'est pas allé à l'ENA ou dans une grande école d'administration, tout le monde n'a pas fait Sciences Po, tout le monde n'a pas lu un petit peu les origines du droit social. Hein. Regardez, lisez un manuel de droit social. Vous verrez un petit peu que le remboursement du congé maladie, le congé maladie, c'est peut-être la pierre angulaire même. La vraie et la première pierre angulaire d'un système qui n'est pas un système d'esclavagisme, qui est un système social. C'est-à-dire que voilà, on peut être malade.
Et bien là, on voit bien que petit à petit, on remet ça en question, avec des chiffres considérables, où on mélange tout, où on parle d'absentéisme pour deux choses différentes, entre ceux qui sont réellement malades et ceux qui, peut-être de temps en temps, certains tirent au flanc. On va pas dire, pour avoir été 25 ans presque 30 ans dans l'éducation nationale, je vais pas dire le contraire. Et oui, c'est vrai que ça pèse à ce moment-là sur ceux qui restent. On le sait bien, mais ça reste ce n'est pas une majorité d'individus. Or, ils veulent le faire peser sur tout le monde. Donc, ils veulent rebâtir le système. Tenez-vous bien, le maître mot, c'est confiance. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ils disent oui, nous allons rebâtir un système social sur la confiance. Mais est-ce ils savent quand même qu'on n'a plus aucune confiance déjà en eux. On n'a plus confiance dans nos hommes politiques, on n'a plus confiance dans notre monnaie. Ce qui est majeur aussi, ça. Hein. Quand on n'a plus confiance dans sa monnaie, c'est quand même ennuyeux. Quand on sait que cette monnaie ne vaut plus rien, que c'est une monnaie de singe, et qu'ils en ont fait une monnaie de singe, à cause d'eux, nous n'avons plus confiance en rien. Et ils veulent rebâtir ces bons apôtres, ces bons tartuffes, le système social sur la confiance. Dites donc la confiance, ils ne sont pas prêts de l'obtenir de notre part. Et puis évidemment, le troisième point sur lequel ils vont nous attaquer, et là ça devient plus précis, c'est la réduction des fonctionnaires en France. Donc la réduction des fonctionnaires en France, on commence à y voir plus clair. C'est-à-dire qu'ils veulent à peu près réduire de 150 000 le nombre de fonctionnaires. Ah oui, quand même. Compliqué si on passe par les départs en retraite. Ça ne sera même, ça sera pas indolore. Mais en tout cas, on n'aura pas besoin, parce que la hantise, évidemment, pour tout bon fonctionnaire qui se respecte, qui accepte de gagner moins, mais d'avoir un emploi garanti, que seul le service public, seule l'administration peut permettre, eh bien, si on commence à leur dire, non, finalement, non. Bon, il y a du gras d'ici là, vous inquiétez pas, parce que déjà, on va remettre en question le renouvellement des personnes parties en retraite, donc c'est quand même des postes en moins, donc ça va être du boulot en plus. Boulot, on peut pas l'inventer. Alors évidemment, mais il y a de l'absentéisme. Alors on dit oui, mais bon, ils sont absents dans tel service du rectorat, de la préfecture, il y a beaucoup d'absents, donc ça se verra même pas. Oui, d'accord, mais on fera payer 2 fois, puisqu'en plus, on y aura des règles sur l'absentéisme. Et donc, les malheureux qui continueront à travailler, qui n'auront plus à travailler, auront 3 jours ou une semaine de carence. Donc, vous voyez, petit à petit, quand même, le projet se met en place. Il est fort sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très sympathique, le projet. Et tout ça, bien sûr, à cause du fait qu'on ait des dettes insoutenables et qu'il faille trouver des solutions. Et surtout que là, j'aurais une question à te poser, Nicolas. Alors, écoute, par rapport à ce point-là que tu viens de développer, justement. Si tu, vas-y, j'en ai plus, ou alors j'en ai vraiment plus pour 2 minutes sur les fonctionnaires. Alors les fonctionnaires, juste pour dire que ils vont donc, ça va être leur technique, et que de toute façon il y aurait du gras, même si on renouvelait aucun fonctionnaire. Après, vous avez dans la fonction publique territoriale énormément de contrats à durée déterminée. Donc il suffit de pas les renouveler. Et ça, ils sont nombreux. Dans la fonction publique d'État, ça n'existe quasiment pas. Mais par contre, dans la fonction publique territoriale. Et alors évidemment, on s'attaque. Alors, et le point, l'axe principal, et je terminerai là, c'est la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire qu'à nouveau, ces gens qu'on a encensés, ces héros du quotidien, qui sont venus travailler pendant que les autres sauvaient des vies en restant calfeutrés chez eux, l'anti-héros moderne, eh bien c'est eux qu'on cible en particulier, c'est-à-dire on dit c'était tout de suite une infirmière, évidemment, étant donné que souvent c'est les seuls que les patients voient, les infirmières ou les aides-soignantes, parce que les médecins on les voit pas souvent quand on est malade, tout le monde le sait bien. Ah là, ça désorganise un service. Oui, ça désorganise un service, je sais pas. Payez-les déjà peut-être un peu plus, s'ils sont si essentiels à nos vies. Peut-être qu'ils s'arrêteront moins souvent aussi, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça se fera ils s'arrêteront moins souvent, ils n'en seront pas moins malades, mais il y aura une autre ambiance, il y aura une vraie solidarité, il y aura un système basé sur la confiance. C'est-à-dire l'inverse de ce que vous avez fait. Voilà, j'ai fini. Un point très intéressant et important, le sujet justement des fonctionnaires en France, c'est normalement un des corps que l'État veut absolument, avec lequel il doit normalement toujours négocier. Parce que si les fonctionnaires se mettaient à se rebeller, ça pourrait être très problématique, parce qu'ils possèdent des clés pour faire fonctionner notre système de manière générale. Mais là, j'avais une question sur ça, mais tu as en partie répondu. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous êtes dans cette situation ou non. C'est parce que tu as fait la différence entre
certains statuts, ou en tout cas certains types d'emplois que l'on peut avoir au sein de la fonction publique, lorsque c'est territorial ou d'État. Et moi, ce que j'ai pu observer quand c'était justement dans le territorial, c'est qu'il y avait de moins en moins de titularisation de base. C'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient en fait en CDD ou simplement en contrat, avec une promesse de titularisation depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et moi, pour moi, j'interprétais déjà ça comme une réduction des fonctionnaires. Parce que, c'est-à-dire que des personnes ne se font juste jamais titulariser. Et en plus de ça, ils vivent constamment avec le stress de savoir s'ils vont être renouvelés ou non. Moi, je me souviens, j'avais travaillé quand j'étais à Bordeaux. J'étais à l'hôpital Pellegrin avec justement les écoles, les étudiants en médecine, et c'était dans la restauration où j'étais. Et la majorité des employés étaient en attente tous de titularisation. Et c'était une seule personne qui pourrait être l'heureux élu. Et ça crée énormément d'angoisse, de stress, etc. Donc là, c'est la question que je pose déjà. Est-ce qu'il n'y a pas ce système-là qui a été mis en place, c'est-à-dire avant même de supprimer des emplois? Parce que ça, c'est la question que je me pose. Supprimer, ça voudrait dire potentiellement licencier ou écarter des personnes. Est-ce que c'est uniquement ou ça concerne principalement un non-renouvellement d'emploi, ou alors ce système-là, c'est-à-dire jouer un peu sur la subtilité, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes qui vont travailler dans la fonction publique, mais ils ne seront pas titulaires. Parce qu'une fois qu'on devient titulaire, c'est un statut très important, et c'est complètement différent d'un simple employé qui est en CDD. Alors, je ferai une distinction déjà générale entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Je pense que il y a eu dans la fonction publique hospitalière, quand on a augmenté le nombre de contrats à durée déterminée, en soi déjà de toute façon il fallait le faire dans l'urgence. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas le plus choquant. Ce qui est peut-être le plus choquant, c'est la fonction publique territoriale où réellement il y a eu une augmentation considérable. D'ailleurs, les politiciens disaient on réduit le nombre de fonctionnaires de la fonction publique d'État. Par contre, en fonction publique territoriale, on a fait du grand n'importe quoi à cause du millefeuille administratif. Il faut savoir aussi pourquoi. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de ceux qui en ont profité ou de ceux qui ont même nommé à l'origine, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire les directions des grandes mairies, des départements ou des régions. C'est-à-dire que le millefeuille administratif, l'augmentation très très forte du nombre de fonctionnaires a eu une incidence absolument majeure sur les comptes publics. Mais étant donné que vous aviez des collectivités de communes, des syndicats de communes, des comités, des agglomérations, donc en fait on a multiplié, on a augmenté, on est censé avoir retiré tel service à une mairie pour le donner par exemple à l'agglomération, mais en réalité on a multiplié par 2 systématiquement le nombre de fonctionnaires, parce que la plupart des fonctionnaires ne voulaient pas changer de collectivité, ils ne voulaient pas aller à l'agglo après avoir été dans une mairie. Il n'en était pas question un instant. Donc, je dirais qu'il y a cette différence notoire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et là où c'est, à mon avis, encore plus choquant aujourd'hui, par contre, sur la question que tu poses, c'est que ça y est, en tout cas pour la fonction publique territoriale, on y est. C'est-à-dire que les contrats ne sont pas renouvelés. Parce qu'avec les droits de mutation, le département n'a plus un copec. Il y a eu évidemment la suppression aussi des impôts, d'un certain nombre d'impôts locaux sur les résidences principales. Donc, vous avez eu comme conséquence évidente que les finances de l'État, pas de l'État, des collectivités territoriales, a été atteint. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de se délester d'énormément de contrats à durée déterminée. Souvent, quand ça arrive aujourd'hui à terme dans le département, il n'est plus renouvelé, ou ils en renouvellent 1 sur 2 ou 1 sur 3. Donc ce que les syndicats avaient dit à l'époque, c'est révélé exact. C'est-à-dire qu'ils ont et ça leur a donné un volant. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Alors tout dépend. Est-ce qu'on est sur un service public mais un service public, normalement, chaque emploi qui est créé devrait répondre à un réel besoin. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu des excès? Je pense à la fonction publique territoriale, oui, il y a eu des excès. Fonction publique et hospitalière, certainement pas. Quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, non, c'est l'inverse. Sur la fonction publique hospitalière, en plus, là, vous avez des directeurs d'hôpitaux tout puissants.
et des fonctionnaires, des administrateurs tout-puissants dans la fonction publique hospitalière, ce qui n'est pas le cas avec la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, où là, leur pouvoir est bien moindre en réalité. Ils sont contrôlés de différentes manières. Donc, et les emplois sont donnés au compte-gouttes. Alors, la fonction publique d'État, ils ont réussi sur tous les corps techniques, ouvriers, à créer en le donnant souvent au privé aussi, d'ailleurs en privatisant certains services, les services de restauration par exemple scolaires, qui ont été donnés au privé. Petit à petit, ils arrivent à se débarrasser, ou alors ils ont fait des fonctionnaires d'État, ils en ont fait des fonctionnaires territoriaux. Ils arrivent petit à petit à se débarrasser de certaines personnes. Ce qui, le socle qui est le plus difficile, par exemple, c'est les enseignants. Mais les enseignants, vous y arrivez puisqu'en fait, vous avez de plus en plus de contrats à durée déterminée, aussi de remplacement. Mais après, tout le remplacement, c'est parce que vous avez des personnes qui sont arrêtées, des fois arrêtées depuis fort longtemps. Mais néanmoins, ça gagne, bien sûr, ça travaille. Ce statut de la fonction publique, il est remis en cause le plus souvent possible. Comme si finalement l'État était comme une société privée et devait s'adapter à la conjoncture. Mais ça, c'est une hérésie. L'État ne devrait pas avoir à s'adapter à la conjoncture. Qu'est-ce que ça veut dire, un État qui s'adapte à la conjoncture? C'est un État qui doit... c'est-à-dire que vous aurez moins de policiers, vous aurez moins de militaires, parce que vous avez moins d'argent, parce que l'État a récolté moins de recettes. Ben, ça, c'est absurde. C'est complètement absurde. Soit vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre du service public, et là, de toute façon, un service public, c'est un service public. C'est ensuite à ceux qui nous gèrent de trouver des solutions pour que les services publics soient viables, avec le nombre de personnel conséquent qui va avec. Mais là, on prend les choses à l'envers, avec leur façon de fonctionner. Absolument. Je vais, Raphaël, peut-être juste 2 secondes. Oui, parce que je tiens juste à préciser pour les personnes, parce que de plus en plus de spectateurs sont des nouveaux arrivants qui découvrent la matinale. Donc là, évidemment, nous allons parler des élections américaines. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement le format habituel de la matinale de Géopolitique Profonde avec la revue de presse, où habituellement, on commence avec une revue de presse nationale, ensuite internationale. Et après, nous recevons à la fois les chroniqueurs et l'invité du Grand Angle. Et là, ce sera Régis Le Sommier qui arrive dans quelques minutes. Et qui a essayé de me joindre. Donc, je vais juste 2 secondes savoir pourquoi. Si tu le veux bien, c'est à expliquer un peu un flottement à un moment donné. À chaque fois que je vois quelque chose apparaître qui me dérange, je sais, qu'est-ce qui se passe? Donc, juste un instant. Je vais juste voir pourquoi il a cherché à me joindre et je te laisse mes 2 secondes. Il n'y a aucun problème, ça me permet tout simplement, chers amis, de m'excuser de dire à chaque phrase tout simplement, parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais quand on est en direct, eh bien, comme on est multitâche, on ne fait pas attention et on a des tics de langage qui apparaissent. Je vous rappelle qu'à partir de demain matin à 6h, nous allons faire une émission spéciale pour les élections américaines. Parce que nous allons avoir les résultats qui vont tomber. Nous avons une 12aine d'invités qui seront présents en direct. Ils passeront tous un par un pour apporter leurs analyses issues de leurs propres expertises ciblées pour avoir une vue vraiment d'ensemble totale. Et d'ailleurs, je vous préviens aussi d'avance, parce que je n'ai pas fait de format d'entretien du dimanche, vous allez avoir un invité exceptionnel pour ce dimanche. Vous n'êtes pas prêts, on va faire une très grande émission. Donc voilà, on vous prépare de nombreux contenus de qualité, je l'espère, avec de grands invités pour pouvoir faire un tour d'horizon important sur le grand changement que l'on risque d'observer en fonction de qui sera élu. D'ailleurs, pour vous parler un petit peu des élections américaines, ce qui est quand même intéressant, c'est que on devrait normalement s'attendre à une victoire de Donald Trump. C'est-à-dire on avait fait plusieurs chroniques déjà avec Terence, qui nous avait fait le plaisir de venir sur la matinale pour expliquer un petit peu la différence qu'il y avait entre les sondages, les types d'élections et les autres indicateurs qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire les indicateurs de basse fréquence ou même plutôt des sites de Paris, par exemple, avec Polymarket, qui est un agrégat encore plus important, mais principalement masculin. Eh bien, quand vous allez sur les agrégats de sondage importants comme Reactlair Politics, eh bien, vous avez une avance de Trump qui est notée absolument partout, quasiment partout. Donc, avec un résultat un petit peu serré, mais normalement, pour ceux qui se posent la question, ce qui permet d'introduire le sujet, qui sera abordé avec Régis Le Sommier, c'est le fait de dire que normalement, on devrait assister à une vague rouge. Il y a vraiment un engouement extrêmement important aux États-Unis autour de Donald Trump, surtout avec son succès de communication de campagne. Malheureusement, malheureusement pour elle, et tant mieux en fonction, si vous êtes par exemple plutôt pro-Trump dans
dans certaines idées, même si on doit viser les intérêts de la France. C'est un peu la politique du moins pire. On préfère une Amérique isolationniste plutôt qu'expansionniste et qui continue à favoriser l'impérialisme américain et l'hégémon américain. Eh bien, Kamala Harris s'est complètement vautré avec sa communication. Donc, normalement, même si vous avez pu observer de nombreuses stars avec Taylor Swift, toute la clique, qui ont voulu soutenir Kamala Harris, normalement, eh bien, vous devrez avoir une vague rouge et nous aurons la réponse dans la nuit. Et comme je vous le dis, pour la matinale, à partir de 6h, nous aurons une douzaine d'invités pour pouvoir traiter de toute l'actualité. Voilà. Donc, Nicolas m'a dit 2 minutes et finalement, ça dure un tout petit peu plus de temps, alors que normalement, je devrais m'occuper de la technique en espérant que ça va bien se passer. Ça me permet de vous rappeler que nous allons, pour tous les abonnés à la revue, vous allez très bientôt recevoir le 18e numéro de la revue de novembre. Donc, vous avez tous les liens qui sont en description. Si vous n'êtes pas abonné à la revue, si vous n'avez pas déjà rejoint la communauté de Géopolitique Profonde, eh bien, c'est très simple, vous avez 16 jours d'essai gratuit. N'hésitez pas à jeter un œil sur tout ce que l'on vous propose sur le site et aussi en description, parce que vous avez plein d'outils à votre disposition, que ce soit de multibancarisation pour avoir accès à des articles de fond, nos plateformes privées, avec différents outils qui vous permettraient de construire ou protéger votre patrimoine, ce qui va être très important. C'est pour ça qu'on a parlé, lors de la revue de presse La Nationale, encore une fois, de la détérioration du tissu économique français, avec l'exemple de la fonction publique. Voilà. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à jeter un œil. Et si vous avez des questions, comme vous avez vu qu'on est en direct, eh bien, je suis là. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, dans le chat, si vous êtes finalement plutôt Trump, Kamala Harris, ou aucun des deux. Bon, aucun des deux, c'est une réponse un peu facile, parce que je vois finalement que ça reste toujours assez clivant. Beaucoup de personnes sont profondément anti-Trump, ce qui me surprend un petit peu, très honnêtement. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et là, Nicolas, il faudrait qu'il puisse revenir, tout simplement, parce que... Et voilà, j'ai réglé le problème. C'est le problème d'avoir plusieurs casquettes fait que les gens vont là où ils pensent qu'ils vont d'habitude. Étant donné que j'étais plus connu sur Radio Courtoisie que sur GPTV, ça m'arrive. C'est déjà arrivé avec un intellectuel qui est souvent sur GPTV qui s'était scandalisé en disant mais comment c'est fermé, on ne m'ouvre pas. Et alors là, c'était l'inverse. Il pensait devoir aller sur GP. En fait, j'avais rendez-vous avec lui sur Radio Courtoisie. Donc évidemment, il n'y avait personne et l'immeuble était fermé. Pas de chance. Ben là, c'est l'inverse. Mais donc voilà, on aura d'ici 10-15 minutes, notre invité principal, Régis Le Sommier. Mais il fallait que je règle ça et il fallait qu'il me réponde. Donc voilà, c'est fait. Ce qui va nous laisser le temps, Nicolas, soit de pouvoir... apporter des compliments sur la revue de presse nationale, ou alors faire justement un petit point sur la situation internationale au choix, Nicolas. Alors, et pour répondre à des questions, parce là on me demande pour demain si c'est 6h ou 18h, rassurez-vous, vous le voyez sur nos yeux et ça va se creuser, surtout Nicolas qui aura des participations sur d'autres médias pendant la nuit, c'est bien 6h du matin que nous commencerons la grande matinale émission spéciale avec 12 invités qui va durer normalement jusqu'à 12h30. Voilà, 6h ou 6h30, Raphaël ? 6h du matin, Nicolas. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Moi, ça m'est égal, c'est pour vous. Mais vérifie quand même pendant que je parle, parce que j'ai l'impression, moi j'ai regardé le calendrier, ou alors on a ajouté quelqu'un, j'étais plutôt sur du... Vous verrez, chers spectateurs, et nous verrons... en fonction justement des autres surprises que l'on vous prépare. Donc Nicolas, s'il y a des éléments complémentaires que tu souhaites apporter sur la revue de presse nationale, n'hésite pas. Sinon peut-être profitons-en pour parler de la situation internationale qui permettra de mettre le pied à l'étrier pour Régis Le Sommier qui sera présent dans quelques minutes. Juste un point, c'est vraiment un simple point sur le national, c'est que donc je parlais de la casse du système social. Sous ses différentes dimensions, travailler plus et gagner moins, ou presque. La remise en cause donc des remboursements des arrêts maladie qui vont toucher tout le monde et qui seront un principe de départ. C'est-à-dire que on parle de confiance, mais déjà, on n'a pas confiance dans les gens. Sinon, on n'appellerait pas ça absentéisme. Absentéisme, ça veut dire que les gens le font exprès. Donc vous voyez ce côté totalement pervers, c'est vraiment Paul-Antoine Martin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qu'ils aillent écouter cet entretien qui a duré plus d'1 heure avec Paul-Antoine Martin sur la perversion de nos dirigeants et la perversion de ce système. C'est-à-dire qu'on vous dit en même temps, il faut bâtir sur la confiance, un système, et en même temps on n'a pas confiance dans les gens. C'est-à-dire d'entrée on dit si vous êtes malade, c'est que vous l'avez fait exprès.
c'est de votre faute. Donc, ou c'est parce que vous avez voulu ne pas venir travailler ce jour-là. Donc, il y a une absence de confiance au cœur même de cette volonté de réforme. Parce que si on considère les gens réellement malades, pourquoi on mettrait des jours de carence? Expliquez-moi. Systématiquement. Et si en plus on va l'appliquer systématiquement, même quand il y aura des conventions collectives. Parce qu'en fait, ils vont essayer de revenir aussi l'État sur les conventions collectives. C'est-à-dire les conventions où on disait, bon, bah là, dans telle branche, il n'y a pas de jour de carence. Ce qui existe, c'est ce qu'avaient dit d'ailleurs les fonctionnaires, les syndicats des fonctionnaires. En disant, mais c'est pas vrai. Il y a une règle générale de jour de carence, mais il y a des accords de branche, et dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu la logique extrêmement perverse de ce type de système. Et donc, je le disais, la réduction du nombre de fonctionnaires qui ne peut se penser, selon moi, que dans un cadre global d'audit des besoins. C'est-à-dire qu'il faut établir une bonne fois pour toutes les besoins à un moment donné d'une collectivité. Et puis après, elle évoluera. Alors, elle va évoluer par rapport à la démographie. Elle va évoluer par rapport au déplacement de population, qui fait qu'un service public, il va falloir l'adapter. Il faut l'adapter, évidemment, mais pas le faire dépendre des finances publiques. On ne peut pas faire dépendre, je ne sais pas si les gens comprennent bien, mais on ne peut pas faire dépendre un service public d'une adaptation des finances publiques. Ça n'a aucun sens dans un État dit moderne. Ou sinon, si on en est arrivé là, c'est qu'on régresse. Alors qu'on nous arrête de nous parler de progrès dans ces cas-là. C'est qu'on est bel et bien dans des régressions. Et si on est dans des régressions, il va falloir qu'on nous explique pourquoi. Pourquoi, depuis 40 ans, 50 ans, en effet, la France et l'État français régressent? Parce qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble de ceux qui ont dirigé le pays depuis 40 ou 50 ans qu'il faut mettre à la barre des accusés. Et une commission d'enquête parlementaire n'y suffira pas. À mon avis, c'est ce vers quoi il faudra aller, de toute façon. Donc, pendant ce temps-là, idem, l'État maigrit, mais il fait de moins bien son travail. Et pourtant, on nous explique qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires de police. Il y a de plus en plus de fonctionnaires de police. On est en économie de guerre, selon le porte-coton Le Cornu. En économie de guerre, on va rire. Ils sont même pas capables de sortir un canon César par mois, ou presque, de leur industrie. Vous parlez d'une économie de guerre quand on a 4 jours d'avance sur les obus. Ça, on est vraiment dans l'économie de guerre. Donc, moins de fonctionnaires de police, ou plus de fonctionnaires de police, il y a plus de fonctionnaires de police. Mais alors, ils sont affectés à quoi? Ils sont pas affectés à notre sécurité. Ah, ils sont affectés à la sécurité des ministères. Ils sont affectés à la sécurité de l'Élysée. J'entendais nos journalistes ricaner en disant « Ah, la Maison-Blanche est en train de se barricader pour les résultats des élections. » Mais en France, l'Élysée, il est barricadé 365 jours sur 365. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder dernièrement, si vous êtes allé rue du Faubourg Saint-Honoré, je vous assure, c'est instructif. C'est réellement instructif. C'est bunkérisé au fil du temps. Alors, ça a commencé en fait avec le micro-président américain Sarkozy. Ça a commencé en fait lorsque les dirigeants de notre pays ont décrété qu'ils en avaient strictement rien à faire de la rue et qu'ils pouvaient être 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue. S'ils avaient décidé quelque chose, ce serait comme ça que ça ne changerait pas. Alors évidemment, quand vous mettez le dos à la rue à dos, faut pas s'étonner que de temps en temps, il puisse y avoir quelques tensions. Donc on a fait de l'Élysée un véritable bunker, un camp retranché. On ne peut même plus circuler. Bientôt, il faudra y montrer sa carte d'identité. Il sera plus difficile de rentrer rue du Faubourg Saint-Honoré que de rentrer en France. Il sera plus facile de traverser les frontières que d'aller rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est exactement la prophétie de mon maître Yvan Blot. Il l'avait dit, le jour où vous ne fermerez plus vos frontières, vous allez devoir avoir des portes blindées, des verrous à double tour chez vous pour éviter cette intrusion. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et ça va arriver aussi au niveau politique. Donc ça, c'est quand même pas commun. On peut voter aux États-Unis sans carte d'identité, mais on ne pourra plus aller dans certains quartiers sans une identité précise. Cherchez l'erreur. Mais ça ne concerne pas les mêmes populations. Cherchez l'erreur. Donc, la dernière en date, c'est que maintenant, dans le RER, dans le RE, un jeune
Ah, si c'est un jeune, il a des excuses. Un jeune de 16 ans, ils sont allés à coups de machette. Alors Rix, tout le monde prend, hein, coups de machette, etc., etc. C'est une horreur. Les gens sont dans une insécurité en région parisienne sidérante. Et c'est en même temps que ces salauds, pour moi, il n'y a pas d'autre mot que ces salauds, sont en train d'en rendre impossible la circulation routière, de faire de nos routes un enfer routier. Et ça, c'est criminel. Et ça, c'est pervers aussi, profondément pervers. On dit la pollution, arrêtez avec vos bagnoles, prenez les transports en commun. Alors les transports en commun, coup de hache, coup de couteau. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais où on est en train de nous construire quel monde là? Et quand est-ce qu'on va réagir? Est-ce que c'est seulement possible des choses pareilles? RER-E. C'est-à-dire qu'ils prennent, ça prend partout. Vous avez un jeune en boîte de nuit, on lui tire dessus. Alors ça, c'est les narcos, peut-être. On en parlera vendredi avec un avocat, qui est avocat de la famille Kadhafi, tiens, et suisse, député suisse. On parlera des narcotrafics. Ce sera vendredi dans la matinale, juste avant un nouveau point sur les élections américaines. Voilà, j'ai fini sur le national, Raphaël. Eh bien, on va aller sur l'international. Exactement, attaquons tout de suite l'international avant de recevoir Régis Le Sommier. Voilà. Donc en international, les fraudes. On peut revenir rapidement sur la Géorgie et la Moldavie. Ça, c'est pas. Alors, il faut pas que je me trompe, parce qu'on peut pas dire que ce sont des pays où je vais tous les jours. Peut-être qu'un Bulgare verra ça d'un autre œil, mais moi, bon. Donc, faut pas que je me trompe. Si je ne m'abuse, c'est le. Alors, en Géorgie, Poutine a triché. Et en Moldavie, il a triché aussi, mais ils ont réussi à s'en sortir. Donc en Géorgie, ils sont en train d'essayer de préparer une nouvelle révolution de couleur. Donc on en parlera avec notre invité Régis Le Sommier, que je vois apparaître, donc on va pouvoir vraiment aller de façon express, puisqu'il doit nous quitter à 8h45 sur l'international, mais on pourra y revenir soit avec lui, soit j'y reviendrai dans les jours qui vont venir. Mais en tout cas, il y a une volonté en Géorgie de contester les résultats, évidemment, lorsqu'ils ne vont pas dans le sens attendu. Donc, est-ce qu'il prépare un nouveau Maïdan? On n'en sait trop rien, mais en tout cas, c'est pas très bien parti en Géorgie. Il y a de fortes tensions à des endroits encore de lignes de fracture de l'Europe de l'Est. Trump accuse déjà les démocrates de tricherie. Ça, on en parlera aussi avec Régis Le Sommier. Et puis, sur la Russie et la Corée, on se rend compte de plus en plus que s'il y a une intervention de la Corée du Nord, ça sera uniquement sur l'oblast de Koursk, puisque les Ukrainiens ayant commis l'erreur, à mon avis fatale, d'avoir franchi la frontière, évidemment, l'accord d'aide mutuelle entre la Corée et la Russie peut jouer et peut éventuellement provoquer l'intervention de Coréens, à mon avis pas en Ukraine, mais en tout cas au moins dans cette oblast. Mais tout ça, il y a bien meilleurs spécialistes que moi, donc je propose Raphaël, que l'on admette, après une petite annonce peut-être, Régis Le Sommier dans nos studios. Exactement, à tout de suite, chers spectateurs, pour le grand angle.